Les éleveurs et les éleveuses du Sivam Empreinte s'interrogent sur leur relation au vivant dans le cadre de leur activité. Ils sont en contact quotidien avec des animaux, les chiens, les brebis ou les vaches, ou les chèvres, mais aussi avec tous les animaux avec qui ils partagent l'espace. Ils sont également en interaction forte avec les végétations dans lesquelles ils font pâturer les animaux. Dans ces interactions quotidiennes, ils sont pris de doutes, rencontrent des difficultés, mais ils vivent également des moments très forts qui donnent sens à leur métier. Nous présentons ici de manière brute quelques réflexions prises au cours de notre travail collectif sur cette thématique. Bonjour Jean-Marie, tu es éleveur de brebis depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce métier ? Alors moi, ce qui me plaît vraiment, c'est le fait d'être dehors avec le troupeau et voilà, un territoire que je connais super bien. Du coup, je sais vraiment comment les brebis elles réagissent, tu vois, si elles vont partir à tel endroit et tout ça. Donc, ça facilite quand même la tâche. Et du coup, c'est des gardes qui sont vraiment dans le calme, quoi. Le chien, je l'utilise très très peu, voire pas du tout. Mais après, c'est un tout, ouais, c'est les paysages, c'est ah oui, 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 tu fais partie de la nature, de ton territoire, ah oui, oui, oui. Parce que le troupeau, c'est, tu fais pâturer, mais du coup, tu sais exactement où il y a les blaireaux qui font les petites, c'est les renards, tu sais les nids des oiseaux, les rapaces, tu connais super bien, quoi, et c'est super intéressant quand même de voir tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est un tout, ouais, c'est vraiment le troupeau dans son environnement, quoi, c'est pas un élevage de viande, quoi, comme on pourrait penser bêtement, quoi. Et toi Maxime, comment décris-tu ta relation à l'environnement, aux animaux qui t'entourent ? Bah, j'ai l'impression d'être parmi eux. Avec eux, pas forcément. Enfin, avec les chiens, avec le troupeau, oui. Ça, c'est sûr. Par contre, tous les insectes qui y a autour, les autres mammifères, les oiseaux et tout ça, et les plantes aussi, je suis parmi eux, ouais, avec eux d'une manière, mais je sais pas comment dire ça. C'est des interactions qui sont moins construites, enfin pas construites, mais euh, fines, je sais pas. C'est compliqué à expliquer, mais bah disons que je les dirige pas, quoi. Alors que effectivement les chiens, c'est moi qui leur dis où aller, comment, pour amener le troupeau à des endroits ou pas à d'autres. Du coup là je suis avec eux et clairement je décide d'une direction à prendre ou à pas prendre. C'est peut-être ça qui génère le sentiment de plus être avec eux que parmi eux, alors que la végétation ou les autres animaux, eh ben, de fait, ça leur donne aussi une direction, mais qui est pas forcément réfléchie, voulue et tout ça. Plus pour la végétation que pour le reste de la faune, quoi. Et en même temps, pas vraiment, mais c'est ambigu en parlant. Tu vois. Et toi Stéphanie, tu orientes aussi la nature ? Est-ce que tu as un effet dessus, un effet favorable, notamment à la biodiversité ? Ici, il n'y aura pas d'animaux, ça sera des ronciers. Il y aura des ronciers là où actuellement j'ai le troupeau, il y a de la bruyère, il y a des genêts. Là, il y a 3 touffes d'herbe. Le fait que les brebis, elles mangent un peu la bruyère, il y a l'herbe qui s'installe entre. Ça veut dire qu'il y a quand même une plus grande biodiversité. Il y a des tulipes sauvages qui apparaissent parce que c'est plus que genêts et bruyère. Non, il y a de l'herbe, il y a un peu d'espace et ça, malgré tout, c'est le pâturage qui fait. Et toi Manon, comment tu fais avec cette diversité ? Est-ce que tu aimes bien travailler dans ce milieu ? Est-ce que ça te paraît être quelque chose de bénéfique à ta pratique ? Elles connaissent tous les arbres, elles connaissent voilà, les glands, les premiers arbres qui tombent, les glands de la saison, elles savent où ils sont, quoi. Alors que c'est quand même un arbre parmi des milliers, mais elles savent, et chaque année c'est vrai que c'est les mêmes qui ont les glands qui tombent en premier, et puis par la suite on en a jusqu'en février, quoi. Et elles savent à quel moment aller où, pour quel arbre,
Ça, c'est ce que j'aime bien dans la garde, c'est qu'elles sont plus libres qu'en parc, on n'a pas le temps d'observer tout ça. Parce que autant pour moi que pour les brebis, le paysage change en fonction de... Même si c'est quand même globalement très sec en fonction des saisons, j'ai quand même différents types de végétation. Donc moi je trouve que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Et c'est bien plus agréable à vivre, d'avoir même la vue. Voilà. Tous les matins, je me dis que je suis bien contente d'être là et pas ailleurs. Ouais. Ouais, tous les matins, je dis bonjour au canigou. On l'a en passe et c'est rigolo. Ouais, je m'entends, je dis pas un vrai bonjour, mais j'y pense. je le cherche quoi, le matin, s'il y est ou pas. Et comment fais-tu pâturer tes brebis dans cette nature? Il y a le classique châtaigne et gland à l'automne. C'est vrai qu'après, au printemps, j'arrive à tourner un peu partout. Moi, c'est plus au printemps, au final, où je suis embêtée. Parce que toutes ces zones de garrigues, etc., elles n'ont pas encore bien redémarré. C'est ça. En été, en août, la ronce et la clématite, ça me sauve. Et les brebis adorent ça, elles en raffolent, elles courent dessus. La clématite, c'est vraiment le bonbon. Après, qu'est-ce que je pourrais donner? Le genêt au printemps aussi, j'arrive à faire pas mal manger le genêt. Qu'est-ce que la bruyère, j'arrive à bien faire manger la bruyère, mais j'ai pas encore réussi à repérer quand. J'ai pas l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs moments dans l'année. Il y a des clôtures fixes et donc on a des parcs. Mais j'aime pas le fait que les usages des endroits ils soient fixés dans le marbre un peu quoi. C'est-à-dire qu'il y a une clôture à un endroit et pour la bouger c'est très compliqué. Donc je suis tout seul humain quoi. Mais je suis entouré de tous les autres êtres vivants quoi, qui travaillent avec moi ou qui sont autour. Et ils sont hyper importants et présents quoi. En tout cas à la garde, que je disais le lièvre, parce que c'est le genre de coup là, qui arrive souvent. Du lièvre qui sort d'un buisson parce qu'il était tapis dans son coin et ça fait décaler tout le troupeau. Donc ça c'est plutôt l'exemple de l'autre animal qui emmerde le monde entre guillemets, parce que du coup ça fait bouger les brebis alors tu l'avais pas prévu. Mais les insectes, les vautours, enfin je sais pas, tout ce qu'il y a autour, ça fait partie de la journée quoi, quand même aussi. Qu'est-ce que tu aimes bien, Stéphanie, là-dedans, dans cette relation quotidienne avec les animaux? Ouais, tu le vois bien, c'est attachant. C'est attachant, ouais. Tu as toujours quelques-uns qui sont plus attachés que les autres. Oui, c'est chouette d'observer le troupeau, le fonctionnement du troupeau, de voir les animaux presque, oui, qui interagissent. Et toi, Manon, qu'est-ce qui te plaît dans ce travail au quotidien avec les animaux? Ouais, c'est le lien avec l'animal, je dirais. Ouais, Ce qu'on peut créer avec elle et comment ça se passe quand on interagit avec elle et qu'on y est prêt. Enfin, elle en parlant des brebis, mais c'est pareil pour les chevaux, c'est pareil pour le chien. À partir du moment où s'y intéresse un petit peu, on voit qu'il y a des comportements, et que nous, en observant un petit peu, on peut essayer d'interagir avec ça et de fonctionner avec ça. Et c'est intéressant. C'est le fait qu'en garde, par exemple, moi, souvent, en tout cas, le gros du troupeau se demande où c'est qu'on va aller après et se dit toujours que je suis une personne intéressante. Alors, ça se crée aussi. Mais du coup, j'adore le fait que quand elles me voient partir ou juste me décaler un peu vers la gauche, voilà, il y a 3 chemins différents. En fonction du positionnement où je vais, elles vont vachement observer. Et c'est vrai qu'elles vont se dire, tiens, elles commencent à aller vers la gauche, c'est qu'elles vont aller à gauche, quoi. Qu'on va, nous aussi, aller à gauche. Et du coup, elles ont même ce sens de l'observation envers toi, qui est assez intéressant. Et vous, Mathilde, Patrick, comment vous la décririez, cette relation avec vos animaux? Et dans quel moment concret est-ce que vous la vivez? Là, on est présent, la garde, c'est un moment privilégié aussi de la relation qu'on a avec le troupeau et les individus. En fait, c'est même pas la garde, c'est tout. À toute l'année. Oui. Les mises-bars, on est là au moment des mises-bars. Si l'agneau ou le chevreau va tomber dans un buisson épineux, tu
prends la chèvre, tu la repositionnes un peu pour que ça tombe à peu près à un endroit qui soit à peu près confortable, voire tu vas aider à la mise bas si c'est une primipare qui sait pas trop faire et qui sait pas trop t'es là, tu sens le placenta, tu vas, alors c'est l'anthropomorphisme, mais tu lui causes à ta bête. Tu dis ouais je suis là, ouais c'est bien ma belle, ah t'as fait une belle chevrette. Et puis en fait, tu es là à tous les moments quand ça mange, quand ça se repose, de temps en temps. Ça sert à rien d'aller circuler au milieu des bêtes pendant qu'elles chôment. Moi, régulièrement, je vais circuler au milieu des bêtes pendant qu'elles sont à la sieste, là, pendant que ça chauffe. Elles se regardent passer. Okay. Ça, de temps en temps, je m'agenouille, je vais gratter derrière l'oreille d'une bête, lève un œil, pouf, je vais passer à la suivante. Elle va commencer à se lever, je fais hop, non, excuse-moi. Mais et puis à la garde, tu es attentif au comportement de ton troupeau, tu te dis ah, putain, là il y en a un tiers qui mange, 2 tiers qui partent dans tous les sens, je suis peut-être pas au bon endroit, tu vas les appeler, les emmener ailleurs. Si tu as la moitié des bêtes qui étaient au milieu, qui commencent à aller sur les côtés pour aller bouffer de la feuille et que tout le monde commence à les suivre, bah t'es à l'écoute du troupeau quoi. Jean-Marie, Patrick nous parle de sa relation au troupeau. À comment il construit cette relation. Comment ça se passe pour toi avec le troupeau? Ouais, pour moi le troupeau ça reste vraiment un ensemble quoi, c'est pas que les brebis. Le troupeau pour moi c'est vraiment constitué par le chien de protection. Quand tu mets un chien de protection dans un troupeau, il réagit plus pareil. Il est beaucoup plus serein, il est en confiance quoi, il n'y a pas photo. Pour moi le troupeau c'est vraiment ça, c'est le chien de protection, les chiens de conduite et le berger. C'est un ensemble quoi. Et là, on peut. Enfin, moi, je me sens vraiment. Je fais vraiment partie du troupeau, quoi. Parce que au jour le jour, j'y suis. Tu vois, là, aujourd'hui, je savais qu'il y avait une brebis qui allait mettre bas. Paf, je l'ai entendu. Je sais qu'il va y en avoir d'autres la semaine prochaine. Parce que je le vois à la garde, tu vois le pis, tu vois très bien comment elle se comporte et tout ça, quoi. Donc, le fait d'y être tous les jours, tu fais partie du troupeau, quoi. Quand on discute avec vous, les éleveurs, vous parlez souvent d'une relation de confiance entre vos animaux et vous. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ça? Comment tu peux dire qu'elles nous font confiance? C'est l'anthropomorphisme. Ouais, c'est l'anthropomorphisme. Qu'est-ce qui peut nous faire dire qu'elles nous font confiance? Bah parce qu'on est sous la gorge, quoi. On est les meneuses. Ouais. Ça veut dire qu'on est en haut de la hiérarchie. Tu n'es qu'une meneuse, Patrick. Je suis qu'une meneuse. Ça veut dire qu'on a une relation hiérarchique avec. Oui. Bah on a des patrons salauds. Ah bon? C'est pas la définition du patron? Non. Ah bon. Pas forcément. C'est sûr qu'on est dans une hiérarchie pyramidale. C'est de l'anthropomorphisme de parler de confiance parce que c'est un concept humain, mais est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est une éducation? Parce que c'est une éducation aussi à la carotte et au bâton, dans le sens où le chien, à un moment donné, il est intervenu pour aussi... tu vois, quand on leur dit « Wow, c'est pas par là, c'est par là-bas », elles se retournent parce qu'elles ont aussi incorporé que c'est quand tu dis « Wow », c'est que généralement, 30 secondes plus tard, il y a le chien qui... Enfin, 3 secondes plus tard, il y a le chien qui débarque et que si tu veux pas te faire attraper le jarret, il vaut mieux te retourner et aller dans le même sens que... Quand on entend un éleveur dire qu'il fait tout pour le bien-être de ses brebis, comment peut-on faire en fait pour savoir si les brebis sont en situation de bien-être? J'imagine que ça ne doit pas être si facile à vérifier, à observer. J'ai envie qu'elle soit bien. Donc c'est un grand mot, mais du coup il y a un point de vue qu'elle soit en bonne santé, en tout cas de mon point de vue, donc qu'elles aient assez à manger pour être en bonne santé et d'une nourriture saine et puis diversifiée quoi, autant que possible, parce qu'il y a des périodes de l'année où c'est pas non plus hyper divers, mais c'est quand même ce qui pousse dehors. Ça c'est un premier critère je pense, et qu'elles aient l'air calmes, pas stressées quoi,
Ça c'est hyper important, c'est un truc que je regarde tout le temps. Qu'elles aient l'air, j'allais dire contentes encore, mais je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas voilà, pas stressées, plutôt calmes et vives quoi, enfin énergiques, genre que quand le matin on va les voir, elles se lèvent, qu'elles portent, qu'elles aillent manger. Vous dites aussi parfois que vous cherchez à ce que les brebis aient une belle vie. Maintenant, pour toi, c'est quoi une belle vie de brebis? Après, on n'est pas tous d'accord avec ça et je comprends. Je suis un peu. Je pense qu'une belle vie, c'est une vie de dehors, mais je pars du principe qu'à partir du moment où on a le choix sur leur vie, on doit faire en sorte de leur rendre le plus cool possible entre guillemets. Donc du coup, moi je suis pour qu'elles soient dehors, etc. tout le temps. Mais par exemple, à partir du moment où c'est moi qui fixe les limites du parc et que le parc est petit, il faut que moi je fasse attention à ce qui est dans ce parc réponde à leurs besoins naturels. Par contre, elles seraient en liberté, je considérerais qu'elles auraient largement de quoi se mettre seules dans des endroits confortables pour elles et je dirais qu'elles ont une belle vie de brebis. Donc je pense que une belle vie de brebis, c'est une vie de brebis que si elle était naturellement toute seule, elle vivrait comme ça. Pour moi, et même en ayant du confort, c'est-à-dire que si on leur propose du confort d'elles-mêmes, elles vont être contentes de le prendre. Je pense que c'est aussi d'avoir un peu le choix. Ça fait partie de la belle vie d'une brebis, quoi. Je pense. D'avoir un peu le choix, enfin le choix, c'est un grand mot, hein, mais qu'elle ait le choix d'aller à droite à gauche, le choix de manger un peu des choses différentes, le choix de se mettre plus à l'abri ou pas dans la bergerie, le choix de... Ça me paraît important que de moi dire ce qui est vraiment bon pour elle. Alors, après, une belle vie de brebis, ça c'est... Voilà. Est-ce qu'une brebis, quand elle est vieille, sans dents, etc., et qu'elle traîne au fond du troupeau et que tu veux pas la mettre en merguez parce que c'est ta brebis gentille, est-ce qu'elle est plus heureuse que... Je n'ai pas encore répondu à la question, mes brebis n'ont pas encore l'âge de perdre les dents, mais ça va arriver d'ici 1 ou 2 ans, mais je sais pas du tout. Je suis pas encore là. Qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, on considère être bien pour nos animaux, mais c'est pas du point de vue de l'animal, puisqu'on n'est pas les animaux en question. S'il y a un certain bien-être du troupeau, quand tu rentres dans le troupeau il est calme et il vient te voir. Je ne pense pas qu'on puisse garantir une bientraitance du troupeau à partir du moment où on n'a pas de relation avec le troupeau et les animaux et les individus qui le composent. Ouais, sauf si tu n'interviens pas. Si tu les tombes pas, si tu mets dans ça, c'est pas la bientraitance. Ça. Oui. Mais... Et on parle quand même de troupeaux, donc d'animaux domestiques. On parle quand même d'un troupeau domestique. Et donc là, on est dans la relation à l'animal domestique et pas à l'animal sauvage. Donc c'est à l'animal de la maison. Oui. La définition de cet animal-là, c'est la relation qu'on a avec lui. Ça fait partie de sa... C'est une de ses composantes qui le définit. Oui, et après, effectivement, du coup, la bientraitance, ça serait de répondre à ses besoins primaires, qu'il puisse manger, qu'il puisse... dormir, se reproduire. Qu'il puisse... tu le tons, si c'est une brebis qui a été sélectionnée pour produire de la laine et qu'elle la perd plus naturellement. Pour moi, c'est quand même vivre en troupeau, vivre au plus naturel possible. Parce que après, parfois je me pose la question, parce que élevage en plein air intégral, ça veut dire aussi que des fois les animaux sont dehors sous la pluie, sont dehors, quand c'est désagréable, ils n'ont pas leur ration à volonté dans un étable. Alors que dans des formations on a parlé de bien-être animal, alors on se pose cette question. Mais pour moi, c'est quand même chouette que l'animal peut vivre par son instinct. Que c'est la brebis qui met bas, elle va se mettre dans un coin pour mettre bas toute seule, pour s'occuper de ses 2 agneaux. Qu'en bergerie, une brebis, elle va mettre bas, il faut vite l'enfermer pour qu'elle ne perde pas un de ses 2 agneaux.
Oui, pour moi c'est ça, d'être bien. Non, il faut qu'elles soient dehors et c'est là que ça a du sens. C'est des herbivores, c'est des ruminants. Et elles peuvent vivre dehors, elles sont adaptées pour vivre dehors. Après, en plus, on sélectionne dans ce sens-là et on essaye de valoriser toutes les caractéristiques de la rusticité. Et en même temps, dès qu'il y a du mauvais temps, qu'il commence à faire froid, je peux pas m'empêcher d'être dans l'empathie, à me mettre, c'est comment, anthropomorphisme, et à me dire, si moi j'ai froid et que, alors forcément elles doivent aussi avoir froid. Et c'est bête, hein. C'est... Et en même temps, tu vois les 4 bêtes de Christian qui sont restées pendant 3 ans Et oui, en c'est la autonomie. preuve qu'elles sont... Elles sont grasses comme des cochons. Et grasses Mais comme tu vois, des cochons. t'entends toutes les petites voix de tous les autres éleveurs qui te disent tes chèvres elles sont dehors toute l'année. Enfin, ah bon, mais comment tu fais? Mais elles attrapent pas froid? Non. Est-ce que je vérifie si elles bougent pas quand même, parce que peut-être qu'elles vont attraper froid et que je serais une mauvaise éleveuse et que je l'ai pas vu. Non mais tu deviens... Pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire l'élevage, que dès qu'on rentre dans une... trop de bâtiments, trop de machines, trop de machins, trop d'interventions. Ouais, dès qu'on devient trop interventionniste, Mais après, est-ce que la garde, c'est pas aussi de l'interventionnisme? Oui, mais c'est comme... Après, c'est une histoire de seuil, quoi. Je trouve que d'intervenir un peu sur le milieu, tu fais girobroyer une petite partie, tu vas avec ta tronçonneuse, tu coupes comme ça, comment dire, à échelle humaine, ça a du sens. Et là, non, mais du coup, t'es ramené à te dire, non, en fait, je les laisse dehors toute l'année, et c'est très bien. C'est des ruminants qui mangent de l'herbe, mais il n'y a même pas besoin de leur semer des trucs, en fait, pour qu'elles mangent. Des graminées, il y en a naturellement dehors, des légumineuses, il y en a naturellement dehors. Pourquoi on s'emmerde à leur faire des champs de luzerne et des... Oui, pour qu'elles pissent le lait. Mais pourquoi après elles pissent le lait? Du coup, t'es obligé de les traire 2 fois par jour. Mais non, mais ça devient... Parfois, vous évoquez le fait de conduire les brebis de manière à ce qu'elles soient le plus proches d'un état naturel, souvent pour des raisons de bien-être. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement, cet état proche d'une situation naturelle? Déjà, elles n'existeraient pas si elles n'étaient pas élevées. Du coup, qu'est-ce qu'elles auraient comme comportement en liberté, je sais pas trop. Et c'est plus... Moi, c'est plus ce que je disais, quoi. À la limite qu'elles soient complètement différentes de que des mouchons, par exemple. Dans la manière de pâturer, de se comporter avec l'humain et tout. Ça me gêne pas si elles ont l'air bien dans mes critères, quoi. Après, peut-être c'est ce qui se rapproche, on pourrait dire, de ce qu'elle ferait toute seule en liberté, mais enfin, pour moi ça c'est clair, quoi. Elles sont pas faites pour manger des céréales, elles sont pas faites pour digérer ça, quoi. Pour moi ça crée des brebis que j'aime pas, en fait. Quand on est en bergerie, pour l'agnelage, parce que pour l'agnelage on est en bergerie pendant 1 mois et demi, 2 mois, et ben mes brebis je les trouve un peu connes, quoi. Elles crient tout le temps, elles se rentrent dans les unes les autres, elles attendent la majeure partie de la journée. Enfin, ouais, je les trouve un peu bêtes, elles m'intéressent pas, quoi. C'est un peu dur à dire, mais c'est vrai. Alors que quand on est dehors, comme ça, ou encore mieux quand on est à la garde, et là je les aime. Et plus je suis avec elles dehors, plus j'apprécie ma relation avec elles, quoi. En fait. On voit que cela repose pas mal sur une question de relation, de responsabilité de l'éleveur pour que les brebis soient en situation de bien-être. Mais pour vous, on sent que ça vous fait quelque chose aussi. À vous, ça vous fait quoi cette relation avec les animaux? Mais par contre, ouais, je m'en lasse pas, et plus ça va même, et plus j'ai envie d'être au troupeau, quoi. Tu vois? Ouais, ça te fait quoi d'être au troupeau? Je suis bien là, tu vois, le soir là. C'est fou, quoi, j'habite
à 2 km là, 2 km et demi. Je dors là. Ça dépend du jour, hein. Ouais. C'est pas tout à fait. Il y a des jours où c'est super parce que t'es un peu comme connecté avec elle et tout le monde suit et t'en perds aucune. Le chien, t'as pas besoin de lui parler, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est des super jours. Il peut faire mauvais, pas mauvais, c'est complètement indépendant du temps. Et après, il y a des jours où ça se passe pas toujours parfaitement bien. Et c'est vrai que quand ça part dans tous les sens, alors souvent ça part de nous, on s'en rend compte après, t'étais mal placé à tel moment, ou t'es agacé, du coup t'étais pas concentré, donc t'as pas fait attention du lot qui est parti, qui en a attiré un autre. C'est souvent notre faute, même si des fois ça l'est pas. Mais ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est toujours les jours différents, et qu'en fonction de mes humeurs, mais aussi des fois des leurs, si elles ont bien mangé la veille ou pas, si elles ont... Donc ça change tous les jours, c'est ça qui est assez intéressant. Et pour vous, qu'est-ce qui est important dans cette relation? Ce qui est important, c'est avant tout notre qualité de vie. Et donc les histoires des horaires par exemple, si t'as pas envie de devenir complètement esclave de ton troupeau, faut le sortir à telle heure, faut le nourrir à telle heure. Le fait d'avoir effectivement d'alterner entre la garde et des parcs, tu gardes quand t'as envie. Moins esclave des horaires, quoi, par exemple. Et là, tu donnes pas la composante en gardant la conscience du soin qu'on doit apporter à notre troupeau. Parce que tu peux te dire, on peut entendre ça de la manière, ouais, moi je veux pas être esclave de mon troupeau et je veux avoir mes week-ends et tiens, on peut l'entendre comme ça et puis les bêtes passent après. Alors que non, là on a conscience des besoins du troupeau et on a conscience de comment on voudrait faire les choses. Et il s'avère que cette manière de faire là, elle nous permet, quand on a le choix entre deux manières, on choisit le bien-être du troupeau et notre qualité de vie. On est aussi à plein de limites parce que par exemple par rapport à des week-ends ou des vacances, on n'est pas du tout au top encore. Et peut-être qu'avec on a pris des vacances. Oui, peut-être 3 qu'avec jours, c'est un week-end. Peut-être qu'avec un bâtiment, on arriverait mieux à, par exemple, pouvoir prendre des vacances parce que tu dis à la personne qui te remplace, tu distribues tant de rations dans les râteliers. C'est plus simple que de trouver quelqu'un qui va être en capacité d'aller garder dans des bois comme ça, sans connaître les limites, Donc, je sais pas. Et alors justement, là, on sent que tu t'attaches à tes brebis. Quand il s'agit d'en amener certaines à l'abattoir, qu'est-ce que... C'est difficile. Ouais. Les mâles, c'est plus facile parce que on ne peut pas garder trop de mâles. Alors c'est vrai que tu es obligé de les éliminer et on le sait dès le départ et on s'y attache pas, on le sait, on leur donne une belle vie. Quand ils sont jeunes, je les engraisse pas enfermés dans un box. Pour moi, bon, certaines trouvent c'est confortable. Pour moi, c'est un agneau qui court, c'est génial. Un agneau qui peut jouer avec ses copains, c'est bien. Et après, on sait qu'il faut les amener à l'abattoir et c'est très dur. Hein. Oui, c'est très dur. Manon, Stéphanie nous a évoqué la difficulté d'amener des agneaux à l'abattoir, les brebis. Est-ce qu'il y a des moments comme ça que toi tu apprécies peu ou au contraire peut-être aussi des moments que tu aimes bien particulièrement? Ouais, il y en a plein, hein. Mais bon, je dirais que c'est les naissances quand même. C'est le moment où les premiers agneaux, là, quand ils naissent, c'est rigolo. Et après, un peu la montée, les montagnes russes de ouais, l'agneau va super bien, ah mais s'il va plus bien, et puis 2 secondes après tout va bien, et là ça fait des montagnes russes d'émotions un peu où, même après les années, t'as toujours ce truc de oh mince cet agneau. Je pense qu'on est plus blasé par le fait de oh bah il est mort, tant pis. On a toujours ce truc un peu de ah chouette il est vivant, ah chouette il va bien, ou il est trop beau. On est tous gaga devant les agneaux ou les chevreaux. Je pense que c'est les naissances quand même. Mais bon, il y a quand même un côté satisfaisant aussi quand tu as les pochettes plastiques avec ton nom dessus et que tu as fait ta moyenne carcasse que tu avais envie de faire de la manière que tu avais un peu envie de faire. Parce que c'est les 2 moments clés de façon de l'année et je pense que c'est les mieux quoi. Donc étonnamment, ouais, la naissance et la mort, je dirais. C'est marrant, mais ouais.
Maxime, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur l'intérêt que tu peux trouver, toi, à discuter avec d'autres éleveurs et des éleveuses, et des bergers, des bergères, sur ce sujet de la relation aux animaux, de la relation à l'environnement, à la nature, dans le cadre de ton travail d'éleveur? Ce que j'y trouve, ouais, c'est de la matière à réfléchir, à me remettre en question, avoir des points de vue, et aussi juste un stimulant à ces réflexions-là, quoi. De se rendre compte qu'on n'est pas seul avec ce paradoxe-là d'aimer mais de quand même tuer et aimer les manger, oui, c'est clair que ça fait du bien. Moi, je crois que c'est surtout ça que je trouve intéressant, c'est qu'en tant qu'éleveur et qu'humain, dans tout l'environnement dans lequel on est, de consacrer du temps à réfléchir à sa condition, quoi, là-dedans.